Merci Claude, merci Delphine, merci Patrick, merci à toutes et à tous de m'écouter. Cette période qui nous interroge aujourd'hui et qui a été nommée l'adolescence n'est pas toujours identifiée par les sociétés humaines. Cet entre-deux entre l'enfance et les responsabilités propres à l'âge d'homme ou à l'âge de femme connaît d'innombrables définitions à travers l'espace et le temps. Je vous rappelle que dans certaines sociétés, la notion d'adolescence n'existe pas. Il y a un passage insensible de l'enfance à l'âge d'homme ou de femme, à travers, on pourrait dire, d'innombrables ritualisations de la vie quotidienne, mais strictement aucun rite de passage tel qu'on en parle souvent. Dans d'autres sociétés humaines, en revanche, ce sont en effet des rites de passage qui finalement occulte l'adolescence, puisque le jeune va passer d'emblée de l'enfance à l'âge d'homme ou de femme, à travers la médiation de quelques jours, de quelques épreuves, parfois de quelques semaines. On peut dire que ce sont des sociétés donc, qui ont supprimé cette notion d'adolescence. Et puis dans d'autres sociétés comme les nôtres, par exemple, dans des sociétés donc d'individus, l'adolescence en effet peut émerger, peut durer extrêmement longtemps parce qu'elle est étayée par la transmission qu'effectue par exemple l'école, qu'effectue la famille, et elle va être plus ou moins longue, mais surtout l'adolescence est dans du côté du jeune, si je puis dire, puisque c'est à lui de faire un travail de sens pour s'autoriser à grandir, à s'affirmer dans sa propre existence et surtout à donner une signification et une valeur à son existence. D'ailleurs, il faudrait dire que l'adolescence n'est pas seulement une transition, comme on a souvent tendance à l'apercevoir, c'est aussi évidemment une période pleine de l'existence, d'autant plus évidemment pour les jeunes qui les vivent. Donc je vais à certains moments être très expéditif dans mon propos, puisque nous sommes un peu dans une course contre le temps. Je vous rappelle que dans nos sociétés occidentales, l'adolescence est une notion extrêmement récente, puisque Philippe Ariès la situe dans le courant du XVIIIe siècle. C'est le moment où nos sociétés deviennent de plus en plus sensibles aux différences d'âge, aux différences de génération. Mais on peut dire aussi que cette notion d'adolescence émerge plutôt dans les milieux bourgeois ou les milieux très privilégiés de des sociétés européennes. Et puis au fil du temps, elle va prendre son essor, la notion d'adolescence. Elle va accompagner d'ailleurs l'accroissement de l'individualisme au sein de nos sociétés occidentales. Et on peut dire qu'elle émerge vraiment au sens sociologique avec les lois Ferry dans la seconde partie du XIXe siècle, quand en effet des millions de jeunes à travers le monde européen sont mis en apesanteur, en quelque sorte à travers l'obligation scolaire. Donc ils sont arrachés au monde du travail. Et puis ils vont donc être scolarisés pendant un certain nombre d'années, et c'est cette période-là qu'on va appeler l'adolescence. Il faut rappeler aussi d'ailleurs que c'est loin d'être unanime, puisqu'on peut dire que beaucoup d'enfants échappent à la scolarité encore même au début du XXe siècle, puisque ce sont des enfants notamment dans des milieux ruraux ou dans des milieux populaires, des enfants qui vont travailler très très jeunes, à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et ou que les parents les pères notamment, vont venir chercher pour qu'ils aillent garder les vaches ou garder les moutons. Rappelez-vous l'image superbe dans le film et le roman italien de Giovanni Leda, Padre Padrone, où on voit un berger qui vient arracher son fils de l'école. L'instituteur s'insurge et lui dit « mais il y a une obligation dans la République italienne de l'éducation des enfants ». Et le père répond « moi je m'en fous, personne ne va garder mes moutons ». Et donc cet enfant, par exemple, là, est privé de sa scolarité. Mais c'était le cas quand même d'innombrables enfants jusque dans les années 20, les années 30 en gros. Il faudrait rappeler que le mot adolescence vient du latin adolescens, participe présent de adolescere, qui signifie grandir, à la différence du participe passé adultus, qui marque le fait d'avoir cessé de grandir. Ce détachement de l'adolescence, donc du lien social, on peut dire donc j'ai dit, il se cristallise avec l'obligation scolaire qui s'incarne en France avec les lois Ferry, la réflexion, la science, l'émergence des connaissances sur l'adolescence, c'est vraiment le début du XXe siècle, aux États-Unis avec Hall, en France avec d'autres auteurs que j'ai pas le temps de citer, mais l'adolescence est plutôt perçue sous un jour de crise, d'inquiétude. C'est une classe d'âge à l'époque qui commence à
à troubler de plus en plus les familles et les médecins, et les psychologues, les premiers psychologues. La notion d'adolescence va être dans un premier temps une notion plutôt médicale et psychologique, à cause donc de la puberté, même si l'adolescence est loin évidemment de s'identifier uniquement à la puberté, mais la médecine évidemment va s'approprier cette notion d'adolescence comme étant une notion quelque peu médicale, et puis les psychologues vont s'y intéresser à cause de la crise, à cause de ce qu'ils appellent la crise évidemment. Alors que la notion de jeunesse est davantage une notion sociologique, et c'est d'ailleurs ce qui nous avait guidé Daniel et moi quand on avait construit le dictionnaire de l'adolescence et de la jeunesse. On s'était dit qu'il y avait une connotation nettement plus sociologique du côté de la jeunesse. Alors aux États-Unis, Daniel en a un petit peu parlé, mais il faut rappeler le travail considérable mené par les sociologues de l'école de Chicago, les grands livres de Thrasher, de Shaw ou de William Thomas, qui a travaillé sur la prostitution des très jeunes femmes dans ces années-là. Le cinéma américain, d'ailleurs, a été également très sensible à cette difficulté de grandir à l'époque. Ce sont les grands films de William Wellman, par exemple, qui montrent des enfants en errance, des bandes de gamins en errance aux États-Unis. Jack London, d'ailleurs, je vous rappelle, écrit ce grand livre, Les Vagabonds du Rail, où il décrit également des bandes de jeunes qui se livrent à des rites extrêmement violents pour essayer de s'affirmer, mais grandir dans une société où ils ont l'impression de ne pas être véritablement accueillis. Bon, je vais vite, pardonnez-moi. L'émergence de la culture adolescente, on peut la situer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, essentiellement dans la société américaine d'abord, du fait de l'allongement de la durée des études et de la formation professionnelle, qui va créer aux États-Unis une immense population en apesanteur, en quelque sorte, et qui va finir progressivement par créer une culture propre. Alors à l'époque, un grand psychanalyste et anthropologue comme Erik Erikson parle du moratoire adolescent, une très belle notion, mais qui renvoie peut-être un peu trop à cette idée d'une suspension. Peter Bloss, dont aussi Daniel a parlé, parlera de séparation-individuation, un très beau concept également, qui marque effectivement l'individualisation croissante du lien social, parce que dans les sociétés traditionnelles, cette notion serait impensable. Dans une société traditionnelle, une société du nous-autres, l'objectif qui est donné aux jeunes, c'est de s'immerger dans sa communauté, de se fondre comme personne dans un nous-autres, alors que nos sociétés imposent, au contraire, d'émerger dans un moi-je, ou même dans un personnellement moi-je, comme on dit aujourd'hui. C'est la différence en sociologie entre les sociétés communautaires et les sociétés d'individus comme les nôtres. C'est en 1942 que le sociologue américain Parsons va décrire pour la première fois une youth culture. Donc il prend acte de cette explosion démographique également, d'ailleurs, de l'adolescence et de la jeunesse. Donc je passe sur les détails qu'il faudrait intégrer. C'est le moment aussi où la jeunesse, pas ne s'enferme, mais en tous les cas, le fonctionnement entre pairs, PIRS, prend beaucoup plus d'ampleur que la relation avec les parents ou la relation avec les enseignants, par exemple. Donc il y a un entre-soi adolescent et juvénile qui se crée et qui va également accélérer cette croissance de la culture adolescente. En France, c'est l'immense Edgar Morin qui décrit en 1962 pour la première fois aussi la jeunesse, qui décrit une culture de la jeunesse dont, on peut dire d'ailleurs, Edgar Morin fonde la sociologie de la jeunesse et de l'adolescence, l'éternel adolescent Edgar Morin, qui est toujours aussi actif aujourd'hui. Mais en même temps, cette culture adolescente émerge sous l'égide d'une inquiétude, d'un mal de vivre, d'abord d'une inquiétude, on parlera des conduites à risque beaucoup plus tard, je pense qu'elles émergent plutôt dans les sociétés occidentales, enfin, aux États-Unis déjà dans les années 60, en France c'est plutôt dans les années 60-70 qu'elle prend une ampleur. On peut dire que dans les années 50, on est à l'époque de l'inquiétude. Et cette inquiétude, cette difficulté de grandir, mais qui ne pose pas en même temps de problèmes majeurs, mais qui ont quand même induit une relative souffrance. Elle se traduit par d'immenses romans de la littérature américaine,
qui pour moi sont vraiment les romans de ma vie. D'ailleurs, si vous ne les avez pas lus, je vous conseille de les lire. Moi, je les ai lus, relus, parce que ce sont des livres qui à la fois déchirent le cœur et qui sont magnifiques, de réflexion, d'intelligence, de sensibilité. C'est par exemple L'Attrape-cœur, évidemment, de Salinger. C'est aussi les grands romans de Carson McCullers. Donc Carson McCullers, c'est une femme, c'est le mal de vivre du côté des adolescentes, des jeunes filles. C'est ce livre immense qui s'appelle Le cœur est un chasseur solitaire, très très beau titre, mais un livre magnifique. Ou un autre livre de Carson McCullers, Frankie Adams, qui montre le désarroi d'une petite gamine de 16-17 ans qui a énormément de mal à grandir, qui va tenter de se tuer. Très très belle réflexion sur cette difficulté d'accéder à soi. Ou alors c'est le livre de Sylvia Plath qui se tue à 30 ans. Hein, Sylvia Plath, La cloche de verre, qui décrit ses scarifications, ses tentatives de suicide dans ce livre magnifique aussi. Donc La cloche de verre, The Bell Jar en anglais. Et puis également, ce sont toute une série de films par des grands cinéastes américains. Je vous les rappelle très vite. C'est des films de Kazan que j'aime pas du tout humainement, mais bon, malheureusement, qui est un très grand cinéaste. C'est Sur les quais, par exemple, avec un Marlon Brando tout jeune. C'est À l'Est d'Éden, avec James Dean. C'est Baby Doll, du côté des filles. Ou alors c'est The Wild One, c'est L'équipée sauvage de Laszlo Benedek, avec un tout jeune Marlon Brando également, qui est superbe, mais un film extrêmement douloureux. Et puis ce sont les grands films de Nicolas Ray, qui a été dans presque toute son œuvre d'ailleurs assez hanté par l'entrée dans la vie, par ces questions de jeunesse. C'est la fureur de vivre, évidemment, avec James Dean, qui va devenir un peu l'icône peut-être de cette difficulté d'accéder à l'âge d'homme ou à l'âge de femme dans la société américaine. Et puis c'est Richard Brooks dans Graines de violence, et là on est du côté de la rage, on est du côté de la colère, on est du côté de la violence qui commence à émerger dans les écoles américaines et qui est magnifiquement décrite par Richard Brooks. À la même époque d'ailleurs, Bergman tourne 2 films magnifiques aussi, du côté des filles plutôt, c'est Erika et l'autre dont je n'arrive plus à retrouver le titre, mais il y a été dedans, Le temps d'un été ou autre, de films tragiques sur la difficulté pour les jeunes femmes d'accéder à la maturité, entre guillemets. Aux États-Unis, en Italie, ce sont les films de Pasolini. En France, il n'y a pas vraiment de grandes œuvres, sinon Marcel Carné, Les Tricheurs, mais c'est plutôt un film qui est situé dans les milieux très bourgeois, donc que je trouve passionnant pour ma part, mais bon, qui a moins marqué les esprits que les films de Nicolas Ray, par exemple. Donc déjà, l'art, si vous voulez, les artistes, les écrivains prennent acte de cette difficulté croissante de grandir dans le monde occidental. Elles prennent acte également de la rupture des générations. Hein. Rappelez-vous la violence de James Dean contre son père dans La fureur de vivre, mais également dans d'autres films de l'époque. C'est le sentiment donc de ne pas se reconnaître dans ce que sont les hommes ou les femmes de la société américaine ou européenne, le désir de rester dans l'entre-soi également, qui faisait dire à Annie Ernaux dans son très beau livre Les aînés, Annie Ernaux écrit, je cite, c'est la jeunesse du début des années 60, elle dit « On attendait de nous l'acceptation naturelle de la transmission devant ce futur assigné. On avait envie de rester jeune longtemps ». Magnifiquement dit par Annie Ernaux. Donc dans nos sociétés occidentales, l'adolescence est une période plus ou moins longue entre enfance et maturation entre guillemets sociale. C'est une période de formation scolaire ou professionnelle. Alors bien entendu, en tant que sociologue, je souhaite insister sur le fait que seuls existent des jeunes à travers la singularité de leur histoire, à l'intérieur d'une condition sociale et culturelle, à l'intérieur d'un sexe, mais aussi et surtout d'une condition affective. Si les sociologues ne prennent pas en compte la condition affective, ils aboutissent simplement à des statistiques absolument sans aucun intérêt de mon point de vue. Donc je pense que la réflexion sur les conduites à risque, sur l'adolescence, nous a imposé, en tant que sociologue ou anthropologue, donc de décaler un peu le paradigme, d'analyser le social par le social, comme l'avait préconisé Durkheim. Nous avons été obligés de prendre en compte des données relevant davantage de l'affectif.
positif, et c'est ce qui fait que Claude tout à l'heure a dit que j'étais quand même assez versé du côté de la psychanalyse, parce que je pense que seule la psychanalyse nous a éclairé vraiment sur le fait de grandir, même si en même temps, en tant que sociologue, nous n'avons absolument pas à nous subordonner à la pensée analytique, évidemment. Nous avons à nous approprier les outils de pensée à travers la rigueur, à travers un travail du concept qui fait que nous pouvons déporter un certain nombre de concepts d'autres disciplines, mais non sans les avoir intégrés en quelque sorte à d'autres modalités de pensée. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés, on a vu en l'espace d'une vingtaine d'années exploser cette notion d'adolescence. Du fait de l'individualisation grandissante du lien social, dont Daniel d'ailleurs a énormément parlé. Aujourd'hui, on doit parler de préadolescence, par exemple, et les préados, entre guillemets, nous posent de plus en plus de problèmes. Donc ce sont les adolescents qui grillent, les tout jeunes qui grillent les étapes de la maturation. Qui nous pose des problèmes déjà à 11 ans, 12 ans, 13 ans. Alors je passe sur les Lolitas qui veulent, ou sur la mode hypersexualisée qui a été analysée pas mal, notamment en Amérique du Nord, mais également au Japon, par exemple, l'émergence des shosho, des gamines de 12-13 ans qui s'habillent comme des poupées et qui se font valoir comme des... je ne sais pas comment dire, comme des personnages, en tous les cas, de l'extimité dans sa radicalité et dans la parade. Ceci dit, elles sont absolument très heureuses quand on les croise à Tokyo ou ailleurs. Elles ont des sourires épanouis et se prêtent volontiers à toutes les photographies qu'on peut prendre d'elles. Mais en revanche, d'autres sont davantage dans un contexte douloureux. Je pense par exemple à des filles de 12-13 ans qui vivent déjà une sexualité très régulière. Elles sont parfois enceintes, les unes par méconnaissance des moyens contraceptifs, les autres, en revanche, mal dans leur peau, se rassurent finalement à travers se rassurent en misant sur la grossesse ou sur la maternité. Elles se rassurent donc sur leurs valeurs personnelles. Ce qui est troublant d'ailleurs dans ce qu'on appelle les conduites à risque des tout jeunes, des préados entre guillemets, c'est cette caricature des stéréotypes de genre. C'est-à-dire les filles finalement ne trouvent de valeur qu'en étant mère ou à travers une grossesse, alors que les garçons sont plutôt dans la violence et s'affirment dans l'hyper-virilité, dans le virilisme si vous voulez, un peu dans une caricature de ce qu'on croyait avoir disparu dans nos sociétés, où les femmes aujourd'hui se définissent de moins en moins par la maternité, mais plutôt par leur qualité de vie, et où le virilisme est plutôt l'objet d'une immense critique sociale. Mais en revanche, quand on n'a plus rien, évidemment, il reste les vieilles antiennes quand on se sent nul, quand on se sent insignifiant, eh bien on se rattache à un vieux fond culturel de nos sociétés et on caricature les stéréotypes de genre. Donc les tout jeunes de 12-13 ans, du côté des garçons, ils sont plutôt dans la délinquance, dans la violence, dans le harcèlement à l'encontre des filles, etc. Bon, j'existe quand même. Et puis de l'autre côté, j'ai l'impression de faire un peu une course-poursuite, je m'en excuse, j'espère que je reste audible, j'espère rester audible quand même. Ok. Bon, de l'autre côté, donc il y a cet allongement de la jeunesse démarre de plus en plus tôt, en quelque sorte, à travers la préadolescence, entre guillemets. Et puis, de l'autre côté, vous avez la post-adolescence, vous avez l'adolescence, vous avez les éternels adolescents, etc. Donc là, on est plutôt du côté des tanguis pour les milieux sociaux privilégiés, mais on est aussi pour des dizaines de millions d'autres jeunes dans nos sociétés occidentales. On est dans l'impossibilité finalement d'accéder à l'âge d'homme ou de femme du fait de conditions économiques qui sont terribles dans nos sociétés. La société française d'ailleurs étant l'une des pires à cet égard. C'est le chômage qui frappe la jeunesse. Et donc c'est la solidarité familiale qui amène bon nombre de jeunes aujourd'hui à continuer à vivre avec leurs copines ou leurs copains dans leur chambre d'enfants par exemple, grâce à une solidarité familiale, souvent d'ailleurs une solidarité familiale
populaire, où les parents n'ont pas énormément les moyens de soutenir leur fils ou leur fille, mais où de toute façon il n'y a pas véritablement d'autre choix. Donc là c'est plutôt une contrainte sociale, économique, qui amène beaucoup de nos jeunes, garçons ou filles, à retarder le moment de l'autonomie, évidemment, qui caractérise l'individu dans nos sociétés contemporaines. Et on a vu apparaître ces dernières années tout un tas de mots dans différentes langues qui traduisent le fait qu'aujourd'hui, entrer dans l'âge d'homme ou l'âge de femme se fait de plus en plus tard. Alors évidemment, il y a les Peter Pan, par exemple, les éternels adolescents. Les Américains parlent également des kids adultes, entre les kids et les adultes, les kidultes, les twixters, entre l'adolescence et l'adulte, enfin entre l'adolescence et l'âge d'homme. Mais ce sont les mammone et en Italie, ce sont les nest hawkers, les oiseaux vivant hors du nid en Allemagne. Vivant dans les nids, en Allemagne, les keepers en Grande-Bretagne, les boomerang kids au Canada. Il y a tout un tas de termes. Et puis sur un autre versant, mais encore plus, quand même plus douloureux, les Japonais ont inventé le mot nito en japonais, qui veut dire not in education, not in employment, nor training. Ce sont des adolescents qui sont dans ce que j'ai appelé la disparition de soi. Ils refusent de quitter la maison familiale. Ils ne sont pas forcément des ikikomori, qui sont dans une sorte d'autisme social et enfermés dans leur chambre, mais ce sont des adolescents qui veulent absolument rester dans le cocon familial. Et donc les Japonais sont confrontés aujourd'hui à cette crise, cette difficulté de l'entrée dans la vie. Je passe donc sur un certain nombre de points. Il faut dire également que dans nos sociétés, la position d'adulte est de moins en moins valorisée. Elle est même un repoussoir aujourd'hui, avec les mots d'ordre de rester jeune, etc. Finalement, surtout aux yeux des jeunes générations, être adulte, entre guillemets, c'est être vieux, c'est être ringard, c'est être un peu à côté de la plaque, c'est être en tous les cas encombré de responsabilités sociales qui leur paraissent vraiment très très peu attractives. Donc la culture adolescente est une sorte d'enfermement dans un entre-soi, hyper codé, dans la crainte finalement de cet acheminement vers l'âge d'homme ou vers l'âge de femme. Et nos adolescents d'aujourd'hui, bien loin de vouloir échapper à la liminalité, comme ça a été longtemps le cas pour la jeunesse occidentale, bien loin de vouloir échapper au plus vite à cet entre-deux, ils veulent s'y attarder le plus longtemps possible, mais en assumant les ambivalences propres à cette condition d'entre-deux. La maturation sociale n'est plus une aspiration impérieuse et unanime, car elle signifie dans leur imaginaire le commencement de la fin. Seule la jeunesse mérite qu'on s'y arrête. Si rester jeune, entre guillemets, est un impératif taraudant toutes les classes d'âge aujourd'hui, il résonne avec une force redoublée chez ceux qui sont justement jeunes du fait de leur âge et qui craignent de déroger bientôt à leur position. Ce passage d'adolescence donc, est rendu plus difficile encore par l'ambiance sociale et culturelle contemporaine qui fait de l'adolescence ou de la jeunesse un mot d'ordre en permanence relayé par le consumérisme évidemment d'une part, mais aussi par tous les médias, tous les magazines, etc. Donc finalement la jeunesse est devenue moins un passage qu'un idéal à maintenir à tout prix le plus longtemps possible comme une sorte de modèle de l'existence aujourd'hui. Alors, bien entendu, grandir, c'est pour ça qu'on a inventé les maisons des adolescents, grandir devient de plus en plus un problème dans nos sociétés. On a vu apparaître récemment, je vous le rappelle, les conduites à risque. Je n'ai pas le temps de faire l'historique, comme je le fais souvent dans mes conférences, l'historique de l'émergence des conduites à risque qui font le pain quotidien aujourd'hui des maisons des adolescents. Mais je vous rappelle que l'anorexie démarre dans les années 70, la toxicomanie, c'est les années 60-70, les tueries scolaires, ça n'existe pas. Donc des ados qui tuent d'autres ados, ça n'existe pas avant le milieu des années 90. Les scarifications, ça démarre vraiment dans les années 2000.
Le binge pour les ados, je veux dire pas dans la psychiatrie classique, ça touchait l'autisme, la psychose, etc. Non, mais je veux dire pour des adolescents ordinaires, les scarifications n'émergent pas en Europe par exemple, avant le courant des années fin des années 90, début des années 2000. Le binge drinking, c'est-à-dire boire pour le coma, pour la disparition de soi, ça prend son essor également dans la fin des années 90, le début des années 2000. Et puis plus récemment, on a vu apparaître le djihadisme, là, des garçons, là aussi les caricatures des stéréotypes de genre, hein, les filles qui veulent aller faire des enfants, mais pour la mort, hein, faire des enfants pour qu'ils deviennent des guerriers du djihad, mais elles se définissent comme des mères avant tout, comme des mères et des épouses. Et puis les garçons, c'est carrément pour aller égorger les mécréants, que nous sommes pour la plupart dans cette salle, égorger les mécréants et les massacrer. Voilà. Donc vous voyez la caricature des stéréotypes de genre, être dans l'hypervirilisme, se venger de la société, etc. Vous voyez donc comment nos sociétés ont été confrontées à un défi, en quelque sorte, à partir des années 70-80, et de manière croissante, puisque c'est un secret pour personne, que ce que la santé publique appelle les conduites à risque, ne cessent de prendre de l'essor, de grandir, et l'INSERM évalue autour de 15%, entre 15 et 20%, les adolescents qui sont sur le fil du rasoir, qui sont en pleine détresse, qui ont énormément de mal à grandir et qui sont en danger de mort, et qui font évidemment la clientèle, si l'on peut dire, de la maison des adolescents, mais aussi du travail social et de beaucoup d'autres professionnels. Donc voilà, aujourd'hui, entrer dans la vie est devenu une difficulté pour un cinquième de nos jeunes. En gros, je crains que ça n'aille en s'empirant, vu le contexte social, économique, culturel de nos sociétés. Et puis aussi également la mondialisation, qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble du monde est confronté au même problème, qu'on soit au Chili, qu'on soit en Chine, qu'on soit au Japon, qu'on soit au Canada ou en Suisse. On a quasiment le même pourcentage de jeunes qui piétinent devant l'entrée dans la vie, qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, et qui posent des problèmes, qui sont en grande souffrance personnelle, mais qui posent également des problèmes pour leurs parents, pour leurs professionnels, pour les professionnels, pour les profs, pour la société dans son ensemble. Alors, si j'avais eu le temps, j'aurais davantage développé l'idée des conduites à risque comme des formes de ritualisation intime pour des jeunes qui ont le sentiment de ne pas être accueillis, de ne pas recevoir l'hospitalité en quelque sorte de nos sociétés. Donc ce sont des jeunes qui vont recourir à des grandes instances anthropologiques comme le jeu avec la mort, le jeu avec la douleur, le jeu avec la privation, la brutalité des sensations, le choc avec les autres, le corps à corps avec les autres, le corps à corps avec le monde. Quand finalement on a l'impression d'être nul, de ne pas avoir de signification à sa vie, eh bien on se retourne vers les grandes instances anthropologiques qui permettent quand même de construire du sens. En effet, on peut construire une identité, on peut construire du sens en se faisant mal, en en se mettant à l'épreuve, en jouant avec la mort. Le tout évidemment c'est d'en sortir, mais on peut dire évidemment qu'une immense majorité de nos jeunes se sortent de ces conduites à risque et vont vivre une longue période de turbulence qui vont énormément inquiéter leurs parents quand les parents sont présents. Une certaine partie des parents s'en foutent complètement, comme vous le savez, et sont dans l'irresponsabilité. Mais bon, on est aussi dans un temps on est dans un temps d'irresponsable également, à tous égards. Le temps du mépris, comme dit le philosophe Axel Nett, et évidemment un temps qui impose cette quête de reconnaissance qui nous obsède tous, mais qui obsède absolument les adolescents aujourd'hui. Est-ce que je vaux la peine ? Est-ce que je suis aussi nul que je le crois, etc. Eh bien, les conduites à risque sont des manières, ce sont des rites de braconnage, en quelque sorte, des rites intimes, des rites privés, des rites personnels, qui permettent de se légitimer à exister, mais à contre-courant de la société. C'est pour ça que ce ne sont pas des rites de passage, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut absolument insister sur privé, rituel, privé, intime, personnel,
personnelles, etc., puisque ce sont des ritualisations qui s'effectuent contre la société, contre les professionnels, contre les parents, et dans la solitude. Ce ne sont absolument pas des rites de transmission, comme les rites de passage, par exemple, des sociétés traditionnelles. Les rites de passage dans les sociétés traditionnelles sont aussi accompagnés, d'ailleurs, par les parents, par les aînés, et puis, donc, les jeunes apprennent à se comporter comme des hommes et des femmes, à assumer les responsabilités qu'ils auront désormais dans leur société. Donc on peut dire que les conduites à risque sont finalement leur dernière chance, hein, paradoxalement. Je ne sais absolument pas en faire l'éloge, mais j'essaie de montrer que sur un plan anthropologique, quand on a tout perdu, il reste en effet ces mises à l'épreuve personnelles qui nous posent tous ces problèmes aujourd'hui, professionnels, éthiques, etc. Alors pour terminer, pour ouvrir mon propos, je crois que je vais lire rapidement la fin, comme ça ce sera plus paisible. Donc le manque d'étayage social rend les parcours individuels plus chaotiques aujourd'hui. Il implique en retour des ressources symboliques pour savoir se construire malgré les difficultés. On a vu à cet égard l'essor incroyable du tatouage, du piercing par exemple, du consumérisme adolescent également, hein, mais qui sont des formes de protection, des formes d'apprivoisement de cette période délicate de leur existence. L'importance de la musique également, les rêveries intérieures, les journaux intimes, les blogs, l'engagement dans les réseaux sociaux, etc., qui deviennent finalement des jalons sur leur chemin de sens, qui vont leur permettre de franchir le gué, en s'inventant finalement des histoires personnelles, puisque dans des sociétés où les mythes ont disparu, dans des sociétés où les grands récits ont disparu, comme les nôtres aujourd'hui, eh bien, il faut se raconter des histoires finalement pour pouvoir réussir à grandir, ou pour le dire autrement, se forger des mythes personnels. Donc voilà, mon tatouage, je l'ai fait dans telle circonstance, etc. Et finalement, ça devient les manières de grandir aujourd'hui, de se construire une espèce d'épopée intime. Alors même si la condition humaine demeure toujours dans l'inachevé, même si on a 80 ans, on est toujours encore un homme ou une femme en quête de soi. L'inachèvement, pour moi, est absolument fondatrice de la condition humaine. Donc on ne peut absolument pas décrire la fin de l'adolescence comme l'entrée tout d'un coup dans une période adulte. Simplement, on peut dire que l'adolescence est une autre modalité de l'inachèvement qui caractérise nos existences. C'est en revanche un inachèvement évidemment beaucoup plus douloureux. Alors pour ces jeunes, il s'agit de devenir les auteurs de leur existence. Et lors de cet entre-deux monde qui prélude à l'âge d'homme ou à l'âge de femme, le jeune est simultanément à la recherche de l'autonomie, mais sans vouloir tout à fait se couper de la tutelle de son entourage. Il expérimente pour le meilleur et pour le pire son statut de sujet, la frontière entre le dehors et le dedans. Il joue avec les interdits sociaux. Il teste sa place au sein d'un monde où il ne se reconnaît pas encore tout à fait. Quand il franchit le gué, le jeune éprouve alors sa nécessité personnelle. Il a intégré une signification et une valeur à sa vie. Pour moi, c'est ça la grande question anthropologique de l'adolescence, c'est donner un sens à sa vie. Tant qu'on n'a pas donné un sens à sa vie, on reste dans cet inachèvement pénible. Donc le jeune, à ce moment-là, finalement, quand il est devenu adulte, entre guillemets, tient une parole qui lui appartient en propre, il est capable de s'identifier aux autres, c'est ce qui manque à nos djihadistes, évidemment, ou aux tueurs scolaires. Donc le jeune est capable de s'identifier aux autres, il sait ce qu'il peut attendre des autres et ce que les autres peuvent attendre de lui dans une mutuelle reconnaissance, c'est ça qui définit le lien social. Le jeune découvre sa contingence, le fait d'être un parmi d'autres, mais à l'intérieur des mouvements innombrables du lien social. Voilà, je vous remercie.